Excusez-moi, je vais prendre le costume d'André Lavoie. Ça part bien. Donc, merci tout le monde. Désolée pour le problème technique par rapport au changement de plateforme Zoom versus Google Meet. Donc, ce que je disais, c'est Environnement Mauricie, on a eu la chance d'accueillir une stagiaire ce printemps. Et à la fois, elle nous a donné un coup de main dans nos différents projets, mais elle réalisait en même temps une recherche terrain pour comprendre c'est quoi un conseil régional de l'environnement, considérant que c'est un modèle qu'on ne retrouve pas en France. Et pour nous, c'était hyper enrichissant d'avoir ce regard extérieur-là, parce qu'il y a des choses qu'on tient pour acquis, ou en tout cas, ça nous force à expliquer des fois des éléments qui nous apparaissent évidents, mais en l'expliquant, mais ça nous fait réaliser qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas si claires ni comprises de la même façon par tout le monde. Donc, durant son exercice, elle a réalisé plusieurs entretiens. Donc, il y en a parmi vous là, qui lui avaient accordé du temps. Et les gens avaient exprimé une envie, une curiosité de connaître ses résultats de recherche. Donc, voilà, c'est la formule qu'on a retenue. Donc, Floride, je t'ai fait passe sur la palette. Tu peux nous mettre en contexte et nous présenter tes résultats. Merci. Alors, je vous partage la slide. Est-ce que vous la voyez? Oui. Nickel. Parfait. Bon, merci beaucoup, Lauriane, pour cette introduction. Je vais vous présenter donc, ce long mémoire que j'ai fini de rédiger l'été dernier en rentrant en France. Donc, je vous fais une petite présentation un petit peu plus appliquée que celle que j'ai pu faire à mes professeurs et à Lauriane début septembre. Et j'imagine qu'on aura un petit temps de questions-réponses à la fin, si vous voulez. Alors, on va suivre un fil tout à fait simple et très peu original, une introduction pour présenter ce que j'ai fait, la méthodologie que j'ai utilisée et ses limites, quelques résultats majeurs de l'étude, et puis des conclusions et des perspectives à la fois scientifiques et pour les creux. Pour vous resituer un petit peu, ma formation à moi, c'est une maîtrise en gestion de l'environnement, avec un nom un petit peu compliqué que j'ai écrit là, si jamais ça vous intéresse. Et c'est une formation qui prévoit de laisser un stage assez long pour tous les masterants, pour qu'on puisse vraiment se professionnaliser et aller sur le terrain. Et en même temps que ce stage-là, on doit faire un mémoire. Donc moi, j'ai commencé à chercher en avril 2023 pour partir au Québec. J'ai lancé plusieurs candidatures, peut-être même dans vos organismes à vous. Mais j'admets que j'ai vraiment insisté avec Environnement Mauricie parce que j'ai été piquée par la curiosité de voir cet organisme qui n'a pas d'équivalent chez nous et qui m'intéressait un petit peu parce que c'était mystérieux. Donc, j'ai décroché ce stage de mars à juin 2024 à Environnement Mauricie. Le dossier principal que j'ai suivi, c'était de monter une série avec MaTV. J'ai pu toucher quasiment à tous les dossiers qu'avait Environnement Mauricie à ce moment-là. Et j'avais en plus de ça du temps pour faire mon mémoire, ce qui a donné lieu à des rencontres avec plusieurs d'entre vous. Donc, encore une fois, merci de m'avoir aidé. Ça a vraiment contribué à ce travail. Donc, quand je suis arrivée à Environnement Mauricie, le sujet du mémoire, il restait à construire. J'avais des idées, mais c'était vague. Je voulais d'abord étudier le lien entre le Creux et les municipalités. Et là, Lauriane m'a dit, ben, ça tombe bien, on a une doctorante qui travaille quasiment sur ce thème-là en Mauricie. Donc, j'ai pu rencontrer Karine Langlais, que vous connaissez peut-être, et elle m'a expliqué sa thèse et elle m'a laissé la lire, qui donc portait sur le projet de carboneutralité de la MRC de Maskinongé. Et je me suis appuyée sur un de ces résultats, au final, pour construire mon sujet. Donc ça, c'est un graphique simplifié que vous pouvez retrouver dans sa thèse, mais que j'ai adapté pour mettre dans mon mémoire. Et en fait, ce graphique, il montre comment un projet territorial, ça peut être pertinent pour mener la transition climatique. Quand on dit territorial, c'est donc entre le niveau national et le niveau local, donc un petit peu au milieu, dans le cas de la MRC de Maskinongé pour Karine. Et donc, j'ai repris cette idée que je trouvais vraiment intéressante parce que ça rejoint plusieurs thématiques qui concernent aussi les creux. Quand on parle d'outiller les gens sur le territoire, de partager les connaissances, de créer un réseau d'acteurs et d'actrices du territoire, c'était vraiment, je trouve, réplicable au cas des creux. Donc, j'ai eu envie de rebondir là-dessus avec un regard un peu plus multiscalaire. Donc, multiscalaire en variant les échelles avec lesquelles on regarde les sujets environnementaux.
Donc, ça m'a fait aboutir à cette problématique-là. Un CRE contribue-t-il à faciliter et à harmoniser les actions environnementales des 3 types de gouvernement, donc fédéral, provincial et municipal, avec tout ce qui est entre les deux, dont les MRC, les villes, les agglomérations, etc. Pour étayer un petit peu plus le sujet que je voulais faire, j'ai posé 2 hypothèses qui sortaient des premiers a priori que j'avais au bout de quelques semaines de stage. Ma première hypothèse, c'était que le fait d'ajouter un palier régional chargé de concerter les gouvernements de proximité et les gouvernements nationaux, c'était quelque chose qui renforçait l'action de chacun et non pas un frein supplémentaire ou un effet de millefeuille administratif. Je ne sais pas si ça se dit au Québec, mais beaucoup en France, le fait qu'il y ait trop de paliers et que ça, au final, ça freine l'action. J'avais l'impression que là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était la première hypothèse à vérifier. Et puis, la deuxième, c'était que le rôle des CRE, donc ce rôle de concertation, d'accompagnement, en fait, il représentait un juste milieu entre 2 façons de penser la gestion de l'environnement de façon traditionnelle, qui sont le bottom-up, donc ascendant pour bien parler français, et le top-down, le descendant, donc en opposant ce qui vient du territoire et qui est vraiment adapté au territoire, à ce qui vient des gouvernements et qui est à une échelle plus large, plus nationale. Donc voilà, c'est ce que je voulais tester, mais pour pouvoir répondre à tout ça, j'avais besoin d'améliorer mes connaissances sur le contexte du Québec, que ce soit social, politique, historique, géographique, tout ça. Donc c'est pas l'enjeu ici, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais au cas où, je vous dis rapidement ce que vous pouvez trouver dans le mémoire, un ancrage théorique qui correspond à un état des lieux de la connaissance scientifique sur le sujet, mais vous trouverez très peu de choses sur les creux parce qu'il y a très peu de littérature sur ce sujet-là. Ensuite, vous pouvez aussi trouver un petit tableau qui récapitule comment sont partagées les compétences environnementales entre le Canada et les provinces. Vous trouverez aussi quelque chose sur la place du Québec et de la Mauricie dans les questions environnementales, quelque chose sur l'historique des creux et leur situation actuelle, mais aussi 3 exemples plus approfondis de dossiers qu'Environnement Mauricie a traités pendant que j'y étais, en particulier donc TES Canada, le formulaire M30 et l'entente sectorielle en environnement. Et même une petite apparition furtive des cow-boys fringants, mais je n'en dis pas plus. On passe sans plus attendre à la méthodologie. Même chose, c'est très détaillé dans le mémoire, je vais aller très vite ici. En résumé, j'ai fait 28 entretiens avec des personnes qui travaillent soit dans les creux, soit avec les creux, à peu près répartis à moitié-moitié. Et ces personnes ont été confrontées à une même grille de questions. En tout cas, le premier bloc était commun aux 2 groupes. Et ensuite, j'avais des questions plus spécifiques en fonction du groupe d'appartenance de mon enquêté. Donc peut-être que celles et ceux qui m'ont répondu vont reconnaître certaines questions ici. Et ensuite, ces 28 entretiens, je les ai analysés de 2 façons. D'abord par ce qu'on appelle une analyse de contenu, c'est-à-dire qu'on fait des statistiques à partir des réponses qu'on a obtenues dans les discours. Et ensuite, une analyse textométrique pour analyser la teneur des discours et le vocabulaire. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce point-là aujourd'hui. Donc, ces petits enquêtés, voici comment ils étaient répartis. J'avais 5 creux différents. On a essayé de varier les profils des creux, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et ensuite, il y a eu un focus sur la Mauricie parce que je ne pouvais pas enquêter tout le Québec. Donc, je me suis concentrée sur la Mauricie. J'ai 5 territoires. Ce que j'appelle les territoires, c'est les villes, MRC, agglomérations. Et plusieurs petites municipalités. Pareil, on a essayé de varier les profils en faisant 50% de gens externes au creux, 50% internes, en variant les profils d'ancienneté, les types de creux, les types de partenaires, voilà, pour avoir un panel assez complet. Si vous n'êtes pas familier avec la région, vous remarquez une petite concentration dans le sud de la Mauricie, mais ça correspond en fait à la réalité du peuplement de cette région qui est concentrée autour du Saint-Laurent, à l'image du Québec tout entier finalement. Et donc, petit résumé dans ce graphique des personnes que j'ai interrogées. Vous voyez en bleu foncé que la Mauricie est très présente dans mon échantillon. Et j'ai quelques personnes en dehors, donc les gens des autres creux et les gens du RN Crec, que je n'ai pas catégorisé comme étant de la Mauricie. Et voilà, donc ce joli panel qui m'a permis d'enquêter. Mais tout de suite, je vais vous mentionner les limites de cette étude parce qu'il y en a quand même quelques-unes à retenir. Déjà, le fait que ce soit la Mauricie, ça a été un choix, presque une obligation, mais c'est à prendre en compte en fait parce que la Mauricie est probablement un cas assez spécifique au Québec. J'en reparlerai un petit peu plus tard.
Ensuite, le fait que j'ai eu très peu de ministères, ça compte aussi. J'ai eu seulement un ministère, le ministère de l'Environnement du Québec et Parcs Canada ont décliné l'invitation. Donc voilà, ça fausse sûrement un petit peu les résultats. Ensuite, la sélection des enquêtés, elle est forcément un petit peu biaisée parce que ça a été fait avec l'aide de Lauriane, de Valérie ou même d'autres gens de l'équipe. Donc, il y a quand même une tendance à ce que les gens qui aient participé soient plus positifs ou en tout cas plus proactifs dans l'univers des creux. Alors que si j'avais mené une sélection complètement aléatoire, j'aurais probablement eu moins de réponses et des réponses peut-être différentes. Mais on le verra plus tard. Il y a aussi la passation en visio qu'il faut mentionner parce que sur 28 entretiens, j'en ai 25 en visio. Alors, au Québec, vous êtes bien habitués à la visio, donc c'était assez fluide, mais on peut quand même penser que ça aurait été une autre façon de s'exprimer si ça avait été en réalité, on va dire. Et puis, ma position à moi, elle est aussi à noter parce que en tant que mini-chercheuse et en même temps stagiaire, j'avais une position externe, mais pas vraiment. Alors, dans quelle mesure ça influence le résultat, je ne sais pas, mais j'ai trouvé important de le mentionner. Passons tout de suite aux résultats de l'étude. Brièvement, je vais vous montrer quelques graphiques que j'ai pu réaliser avec l'analyse de contenu. Le premier résultat répond en fait à l'hypothèse, la première que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est bien que le CRE contribue à coordonner les différentes échelles de gouvernance et d'action environnementale. Pourquoi je me permets de l'affirmer ainsi? Alors, plusieurs explications. D'abord, ce premier graphique qui nous montre en fait le nombre de fois que les rôles officiels des CRE ont été mentionnés dans mes entretiens. Si vous prenez par exemple la colonne de gauche, le rôle de donc le nombre d'enquêtés, et que sur ces 28, j'en ai 18 qui ont explicitement prononcé le mot de concertation, et on monte à 24 si je compte aussi les gens qui n'ont pas directement dit le mot, mais c'était l'idée. Donc 24 sur 28, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire que les gens que j'ai interrogés ont vraiment une connaissance très fine, voire exacte, du rôle des creux. Et pareil pour les autres rôles du creux, à part la veille environnementale qui était surtout connue des gens internes au creux. Et j'accompagne ça d'une petite citation de l'enquêté numéro 21 qui a dit que la marque du creux, de l'environnement mauricien, c'est sa capacité de concertation et le fait de pouvoir réunir des acteurs régionaux, ce que le gouvernement provincial peine plus à faire d'après cette enquêtée. Donc la concertation est non seulement reconnue, mais en plus appréciée et valorisée comme élément fondamental du Conseil régional de l'environnement. Autre indice qui me permet d'affirmer une réputation plutôt positive, c'est quand on demande aux enquêtés à quoi vous sert le creux. Vous voyez ici les réponses que j'ai essayé de synthétiser sous des mêmes thématiques. On a répondre aux besoins locaux, dépasser les limites administratives, etc. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est dépasser les limites administratives et lier les paliers, qui est quand même assez impressionnant de voir qu'on a ici 15 personnes qui nous ont dit que le creux avait cette capacité à lier le haut et le bas, pour le dire très rapidement, ce qui est reconnu comme une force majeure des conseils régionaux de l'environnement. Encore une fois, une petite citation, même plusieurs, pour vous montrer en fait la diversité de métaphores qu'on m'a données pour expliquer le rôle du creux. Alors, on a entremetteur, courroie de liaison, maillage, charnière, béton à travers les roches, et j'en passe parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'images, et ça revient souvent autour de ces thématiques-là. Donc, mes enquêtés ont été très créatifs pour faire des métaphores, et elles sont vraiment très chouettes. Autre indice, quand on demandait aux enquêtés si l'influence du Conseil régional de l'environnement était bonne ou encore à construire, la plupart du temps, on me répondait positivement. Donc, il y a vraiment une représentation plutôt positive au sein de mon échantillon sur l'influence que peut avoir le Conseil régional de l'environnement. Et même chose, encore une petite citation, l'enquêté 21 à nouveau, qui dit que l'influence d'environnement mauricien aujourd'hui, elle est continue et stable, ce qui n'était pas vraiment le cas auparavant. Et donc, il témoigne d'un réel progrès sur une quinzaine d'années. C'est assez chouette à voir. Dernier indice, et après je passe à autre chose, quand je demandais aux personnes qui travaillent avec les creux, donc le groupe B, si c'était pertinent pour eux d'avoir un organisme à une échelle régionale et non pas nationale ou locale, la très grande majorité des cas, on m'a dit que c'était effectivement très utile d'avoir quelqu'un au palier régional. Donc, ça confirme plutôt l'idée que ce n'est pas un millefeuille administratif, mais plutôt un atout et un vrai levier pour les partenaires du CRE de pouvoir travailler avec un organisme comme celui-ci.
Donc, vous l'aurez compris, un bilan très positif. Et puis, ça nous montre qu'en fait, il y a une reconnaissance du Creux après 30 ans d'existence officielle, et c'est assez encourageant. Par contre, c'est difficilement généralisable, comme je vous le laissais entendre auparavant. Si je reprends la figure que je viens de vous montrer, celle-ci, et qu'on regarde la personne qui a dit non, voici ce qu'elle m'a dit exactement. Donc pour lui, qui est dans une petite municipalité qui travaille très peu avec l'environnement Mauricie, que l'aide qu'il reçoit vienne de la MRC ou de la Mauricie, autrement dit d'environnement Mauricie, il ne voit pas vraiment de différence. Alors, certes, c'est qu'une seule personne, mais comme je vous disais, l'échantillon était peut-être biaisé. Donc, si on demandait à toutes les municipalités de la Mauricie, il y en aurait peut-être un plus grand nombre qui répondraient qu'elles ne savent pas vraiment à quoi sert un conseil régional de l'environnement en comparaison des autres instances qui existent déjà. Donc, c'est une des premières choses, c'est qu'on peut peut-être pas étendre à toute la Mauricie, et on peut peut-être pas non plus étendre à tout le Québec, parce que, par exemple, l'enquête 28 nous a dit que la fibre d'environnement Mauricie, c'était d'avoir ce côté un petit peu politique, un peu municipalité, lien avec les partenaires, alors que les autres creux n'ont pas forcément cette même teinte. Même chose, l'enquête 4 qui nous a dit que c'était loin d'être le cas pour tous les creux d'avoir ce positionnement politique. Donc, je ne m'avance pas sur le fait de pouvoir extrapoler ces résultats ailleurs. Deuxième résultat, est-ce que, malgré ces petites limites que je viens de dire, on peut considérer les creux comme des exemples pour repenser la gouvernance environnementale? Ma réponse, d'un premier lieu, c'est oui. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce qui fait qu'un creux choisit de travailler sur tel ou tel thème, la première chose qu'on m'a répondu, c'était d'écouter les besoins du milieu. Le milieu étant les territoires et les municipalités. Donc ça relève vraiment d'un mouvement bottom-up, donc ascendant, d'écouter ce qu'il y a besoin sur le terrain et de s'adapter à ces besoins-là. Et vous voyez, la deuxième raison qui m'a été donnée, c'est le financement. Le financement qui vient souvent des gouvernements du Québec et du Canada. Donc, d'en haut, ça correspond à des plans nationaux. Et ça, c'est plus une dynamique top-down. Et donc, on voit vraiment qu'Environnement Mauricie est à l'interface entre les deux, et c'est probablement le cas de tous les creux, d'être cette jonction et d'être vraiment novateur par rapport à ce qu'on connaît, en tout cas en France. Et c'est ce qui est vraiment illustré par l'exemple d'Environnement Mauricie. Si je prends l'exemple de la connectivité écologique, l'enquête 2 m'a dit on a créé ce pôle-là parce que ça relevait d'un besoin régional. Et si on prend plus l'économie circulaire, c'est plutôt l'inverse. L'enquête 3 m'avait dit que ça correspondait plutôt à une opportunité de financement au moment où le pôle s'est développé chez Environnement Mauricie. Pour mieux comprendre cette histoire de top-down et de bottom-up, j'ai essayé de faire un schéma. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il est vraiment complexe et on pourrait y passer des heures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma final, il n'est pas en forme de pyramide. Ce n'est pas un des deux qui est en haut. Ce n'est pas le territoire qui est en haut, ce n'est pas le national qui est en haut, c'est vraiment une effervescence de liens et de relations entre beaucoup de partenaires. Et c'est vraiment intéressant, ça donne vraiment cette image de waouh, c'est dynamique et il se passe beaucoup de choses. Et c'est ce qui ressort aussi des entretiens la plupart du temps. Et c'est assez impressionnant. Alors, le Conseil régional de l'environnement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement un lien entre les deux, c'est aussi un créateur et un porteur de projet. Donc, vous le connaissez sûrement avec les exemples des creux que vous avez près de chez vous. Les creux viennent amener des projets, rassemblent autour de stratégies territoriales, et c'est très intéressant pour réfléchir à la façon dont on organise la gestion environnementale dans un pays. Alors là, peut-être que les Français qui sont ici comprendront de quoi je parle quand je dis que chez nous, c'est très hiérarchisé et que les niveaux ont du mal à collaborer. Ici, ça semble être complètement l'inverse. Alors encore une fois, je vous fais un joli tableau, mais j'ai certaines nuances à apporter, notamment sur les difficultés qui restent encore applicables au modèle des creux. C'est que notamment le rayonnement est freiné encore par certains éléments. C'est ce que les enquêtés eux-mêmes m'ont dit. Quand on leur demande ce qui peut freiner leur action, souvent le financement revenait dans 90% des cas. Il n'y a pas autant de projets qu'on le voudrait, ou alors c'est trop instable, alors il y a un gros roulement de personnel. Il y a parfois un déséquilibre entre ce qui est demandé aux creux et les ressources qu'ils ont, ce qui génère une surcharge de travail assez généralisée dans le réseau des creux et au RNCREC aussi. Et ça correspond aussi, au final, à une certaine dépendance de ce qui se passe au niveau politique. J'ai 2 enquêtés qui m'ont dit, par exemple l'enquêté 26, que si le ministère de l'Environnement décidait de ne plus avoir besoin des creux,
probablement que les Creux seraient en grande difficulté. J'ai un autre enquêté aussi qui m'a dit si un gouvernement conservateur arrivait au Québec, il aurait probablement moins d'intérêt pour les enjeux des Creux et l'argent qu'ils reçoivent. Donc au final, il y a des difficultés encore majeures, mais elles sont globalement externes au Creux. Ce n'est pas directement à l'interne. Et ça relève d'une légitimité que le gouvernement québécois accepte de reconnaître ou pas. Je rappelle qu'en théorie, vous le savez sûrement, le Creux est l'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière d'environnement. C'est écrit dans la convention financière qui est signée régulièrement entre chaque Creux et le ministère de l'Environnement. Mais on peut questionner en fait ce rôle qui est donné sans forcément faire suivre les fonds nécessaires pour pouvoir mener à bien cette mission qui est vaste et variée. Donc, voilà, l'écueil principal n'est pas vraiment lié aux Creux eux-mêmes, mais plutôt à l'entourage politique et économique. Je vais passer rapidement à la fin, donc la conclusion de tout ça d'un point de vue scientifique et qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, en tant que Creux. Rapidement sur les apports scientifiques, ce que ça a pu m'apporter de travailler sur ce sujet-là, c'était vraiment passionnant. Ça m'a fait comprendre que étudier les représentations, donc ce qu'il y a dans la tête des gens à propos d'un organisme, c'est hyper pertinent pour comprendre le tissage de tous ces acteurs et ces actrices du terrain qui travaillent en continu sur un sujet commun à tout le monde, et pourtant ça part dans beaucoup de dimensions différentes. Enfin bref, ça m'a vraiment prouvé que parler aux gens pouvait être tout aussi intéressant que bouquiner et chercher dans la paperasse. Ensuite, ça m'a confirmé une petite intuition que j'avais déjà, que le regard du politique, pas du partisan, mais du politique, de l'organisation politique, était intéressante et pertinente en gestion environnementale. Et ça le montre un petit peu dans le cas des Creux quand même. Ça permet aussi de dépasser le modèle un peu binaire du top-down et du bottom-up qu'on entend très souvent en gestion environnementale, en proposant quelque chose un petit peu au milieu et assez pertinent. Donc ça montre un exemple en fait de comment on peut faire entre les deux. Ça permet aussi de revaloriser une échelle qu'on mentionne très peu en environnement. On parle souvent soit du local pour que les gens sur le territoire soient vraiment impliqués dans la lutte, ou du national pour que les plans de grande ampleur permettent de changer de trajectoire. Et là, on a une revalorisation d'une échelle dont on parle très peu, le régional, et je trouvais ça vraiment novateur et je ne m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Et enfin, ça rappelle la place importante de la concertation en gestion de l'environnement. C'est quelque chose qu'on lit de plus en plus en recherche aujourd'hui. On a tendance à privilégier des modes de gestion participatifs qui sont jugés plus efficaces et plus durables. Et là, en l'occurrence, ça semble être le cas. Je vous montre une échelle de participation citoyenne datée de 1969, mais qu'on utilise encore. Et là, sur cette échelle de à quel point on intègre la population dans les choix politiques et les choix de vie qui sont faits, je place le Creux au niveau de partnership, donc les partenariats, parce que c'est vraiment le type de relation qui caractérise le Creux par excellence. Et ça nous fait passer au-dessus de degrees of tokenism, que vous voyez de 3 à 6. Le tokenisme, c'est quand on fait participer la population, mais de façon ponctuelle et peu approfondie. Là, avec partnership, on s'érige en fait à un stade un petit peu plus avancé qui relève d'une réelle co-construction. Et c'est vraiment intéressant en gestion de l'environnement. Ensuite, pour vous, le bilan de ce travail, c'est que c'est un tableau très positif. J'ai eu du mal à chercher le négatif, même si j'ai tenté. Les Creux ont un très bon ancrage dans l'écosystème politique québécois, alors que ça partait, il y a 30 ans, d'associations qui n'étaient pas reconnues comme organismes publics. Donc, c'est vraiment une très bonne amélioration en 30 ans, à condition de maintenir des bons liens avec le gouvernement et de pouvoir accroître les financements. Si on avait quelques leviers à suggérer, ce serait de poursuivre ce lobbying politique à travers les élus, le contact régulier avec les élus ou le RNCREC, pour finir de convaincre le gouvernement que les Creux ont une place importante et qui pourraient avoir des missions plus élargies, en tout cas les ressources qui vont avec. Même chose pour un autre levier qu'on pourrait suggérer, c'est de poursuivre la couverture régionale pour que, quand les moyens seront là, toutes les municipalités puissent avoir accès aux ressources que présente un Creux. Et on pense aussi aux communautés autochtones qui sont plutôt éloignées encore de ces sujets-là et qui gagneraient certainement à être intégrées pour créer un maillage régional plus complet que ça, encore plus complet.
Et puis, pour vous, si vous avez envie, ce qui serait super serait de dupliquer cette étude dans d'autres creux pour voir si ces résultats sont vraiment spécifiques à la Mauricie ou si on peut les étendre, voire même à comparer avec d'autres situations. Alors, je vais dire un vilain mot avec les autres provinces du Canada pour voir si ils font des choses du même genre ou si c'est complètement différent. Ou si vous êtes vraiment réfractaire avec d'autres pays, sachez pour la petite information que c'est ce que je vais faire cette année. Je vais travailler dans un organisme qui s'appelle le CEREMA à Lyon en France. Et mon but, c'est de faire un mémoire comparatif entre les Creux et le CEREMA. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui et pour votre aide au cours des derniers mois. Ça a été vraiment agréable de travailler sur ce sujet et avec vous. Donc, merci pour tout. Merci beaucoup, Chlorine. Super exercice de synthèse, de vulgarisation de ton mémoire. Rappelle-nous, il fait combien de pages ton mémoire? 120 avec les annexes. Alors, en introduction, je disais que c'est un stage de 3 mois, mais c'est plus 4 mois, je me suis trompée. Donc, imaginez que Lorraine est arrivée à la mi-mars, elle est partie en juin et elle faisait sa soutenance début septembre. Donc, en quelques mois, elle a rédigé son mémoire de 120 pages avec, bon, tu t'es pas vanté de tes résultats de ta soutenance, je vais pas le dire, mais elle a eu une note très, très élevée pour la qualité de sa recherche. On a été super contents d'avoir avec nous. On a une vingtaine de personnes. Le chiffre 19, il n'est pas exact parce que moi, ma gang sont toutes autour d'un ordinateur, mais sont nombreux. J'aimerais ça saluer la présence, bon, il m'a fait rire en introduction avec son costume, André Lavoie, qui est quand même le président d'Environnement Mauricie. On a aussi M. Guy Veillette, qui est maire de Saint-Narcisse et le préfet de la MRC d'Échenots. Et président de la table des élus. Donc, je trouve ça super intéressant là, que M. Veillette soit présent. Puis, on avait aussi Diane Rivard qui s'est connectée, je pense, est encore là, conseillère municipale du côté de Saint-Mathieu-du-Parc. Tout le monde, je suis très, très contente que tout le monde soit là. Je ne vais pas mentionner chacun d'entre vous, mais je vous invite à exprimer commentaires ou questions à Chlorine. On a un 10 minutes avant de vous laisser reprendre votre journée pour l'après-midi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou commentaires? Chlorine, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça on va voir davantage les visages des participants. Ça marche. Il n'y a pas de questions. Ah oui, vas-y, André. C'est ça, je peux pas. Là, j'ai enlevé ma perruque, c'est un peu chaud, je ne suis pas habitué d'avoir des cheveux. Je me posais la question suivante, au-delà de la recherche que tu as faite. Ce serait quoi les pistes d'amélioration qu'on pourrait avoir? Tu as planché beaucoup sur les forces, puis c'est parfait. Mais d'après toi, tu sais, pour qu'on réussisse à aller plus loin, qu'est-ce que tu me conseillerais? C'est vraiment difficile de trouver des pistes d'amélioration parce que, comme je disais, j'ai l'impression que on est trop bon, c'est pour ça. Mais oui. mettons que tu fais semblant qu'on a des défauts, qu'est-ce qu'on devrait travailler? Le truc le plus important, en fait, pour développer les creux, c'est vraiment les financements. Alors, soit vraiment accentuer la recherche de financement externe au gouvernement si le gouvernement ne veut pas appuyer sur le financement de base, soit, je ne sais pas, arriver à négocier, mais je n'ai pas les compétences politico-économiques pour vous aiguiller là-dedans. Mais sinon, ce qui peut être fait à côté de ça pour permettre ça, c'est vraiment d'accentuer la visibilité des creux, parce que je pense, sans vraiment le savoir, que la population globale ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est. Mais en se rendant vraiment visible, en montrant la portée des actions des creux de partout dans le Québec auprès du plus grand nombre de gens possible à répétition, ça permet d'asseoir une base au niveau de la population, ou au moins des élus, qui donne une confiance envers des organismes qui ensuite va se remonter dans la sphère politique pour plus tard, en espérant que ça se passe bien, augmenter la reconnaissance que vous avez et donc, de facto, le financement que vous recevez. Mais c'est un travail un petit peu de longue haleine sur une visibilisation de vos forces qui sont là, mais qu'il faut vraiment communiquer pour prouver au plus de gens possible que vous avez une place et qu'elle est importante. Mais de mon humble avis. Merci, Chlorine. Merci, André, pour ta question. Quelqu'un d'autre? Question, commentaire pour Chlorine?
Moi, je voudrais juste, Chlorine, te dire un grand merci pour la collaboration qu'on a eue avec toi, là, particulièrement dans le rapport pour ma TV. Là. Tu nous avais bien préparé ça avec Raphaël. Tu avais bien mis la table aussi. Fait que merci beaucoup. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre? Oui, moi j'avais une petite question, j'étais juste curieux. Tu disais qu'il y avait un ministère qui avait répondu. C'était quel ministère C'est le MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la délégation provinciale de la Mauricie, qui avait dit oui. Mais après, les autres, non. Ok, c'est bon, merci. Avez-vous fait des paris entre vous autour de la table, savoir c'est lequel? Ben, en tout cas, moi, c'est à celui-là que je pensais. Moi aussi. On sait-tu pourquoi les autres ministères n'ont pas voulu répondre? Parc Canada, c'était une histoire de ne pas impliquer un organisme fédéral dans une recherche sur quelque chose de provincial. Et ministère de l'Environnement, c'était juste la personne qui disait ne pas pouvoir parler au nom de son ministère. Et voilà, sans plus d'explications. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Stéphanie. OK, je me lance. Merci, Chlorine, pour la présentation. Je me questionne, en France, dans le fond, tu le mentionnais, là, il n'y a pas d'entité similaire. Est-ce que tout ça, c'est ramenable, en fait, dans ce pays-là? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça, de l'exporter, ce modèle-là? En tout cas, je suis curieuse d'entendre ce volet-là de ton travail. Oui, effectivement, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Quand on avait rencontré le ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, il nous avait suggéré de monter un projet pilote entre la France et le Québec pour voir ce qu'on pouvait exporter. Alors, c'est une super idée, c'est très compliqué à faire, mais c'est une super idée. Le but de mon mémoire de l'année prochaine, justement, c'est de voir dans quelle mesure il y a des choses qui se recoupent et d'autres qui s'opposent vraiment. Mais là, si je devais répondre maintenant, je dirais qu'on aurait quand même beaucoup de chances d'échec en l'état actuel des choses, parce que les tensions autour des questions environnementales et même politiques en général sont tellement élevées que je ne vois vraiment pas comment on peut faire de la concertation là, maintenant, tout de suite. Alors, sur du long terme, pourquoi pas, ça serait super. Mais là, maintenant, j'ai du mal à l'imaginer. Mais merci, c'est triste comme réponse, mais merci. Moi, je vais te relancer, Chlorine. Est-ce que tu peux... merci, M. Veillenne, d'avoir été parmi nous. Merci. Chlorine, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des différences que tu as notées entre les creux, considérant que tu as mené des entretiens avec des gens qui sont associés au milieu des conseils régionaux d'environnement, mais à l'extérieur de la Mauricie? Oui, alors j'avais 4 autres creux. En fait, ils ont chacun eu un point différent sur des sujets spécifiques. Si on prend le centre du Québec, qui est vraiment en face de la Mauricie, les sujets auraient pu être très similaires, mais au final, ils ont un pôle très développé sur milieu naturel, biodiversité, ce que l'environnement Mauricie est en train de suivre doucement. Mais ils ont beaucoup moins l'aspect politique dans leur façon de se construire. Si je prends le Creux Laval, les enjeux sont vraiment très différents. Mais au final, la philosophie était plutôt proche, à part que les enjeux de travail étaient forcément différents. Si on prend les îles de la Madeleine, par contre, c'était celui qui était le plus pertinent, j'ai trouvé, parce qu'ils viennent juste d'être érigés en creux, ça fait 1 an et demi, je crois. C'était très intéressant parce qu'ils venaient de vivre la transition de non-creux à creux. Et donc, je leur demandais, mais ça change quoi pour vous? Et la principale réponse qu'elle m'avait donnée, c'était maintenant, on est dans un réseau et on peut se partager nos connaissances et on a des gens sur qui s'appuyer si jamais on a une faiblesse sur un point. Et c'était vraiment pertinent d'avoir son point de vue à elle, donc merci d'avoir participé. Et après, Côte-Nord, c'était même réponse que pour Laval, en fait. C'était même façon de gérer, mais avec des enjeux complètement différents. Okay. Merci.
On aura peut-être le temps d'un dernier commentaire ou question. Oui, Eric. Dans le fond, je me demande un petit peu, bon, tu sais, le CREL, bon, je veux dire, la thématique environnementale, c'est quand même quelque chose de vraiment très large, tu sais. De façon générale, avec ce que tu as observé, as-tu l'impression que, tu sais, je sais pas, bon, le CRE, dans le fond, répond à certains besoins, puis tout ça, dans certaines disciplines en matière d'environnement. Est-ce qu'il y aurait un avantage, à ton avis, d'élargir à d'autres thématiques environnementales régionales, à vraiment diversifier vraiment dans les différentes sphères environnementales ou thématiques environnementales, ou peut-être de se concentrer vraiment plus sur des activités qui sont plus... là, je vais dire aménagiste, si je peux dire, peut-être. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est sûr, c'est mon domaine un peu aussi, là, mais voilà, en fait. Ok. Alors, oui, c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir beaucoup d'autres thématiques parce que l'environnement, c'est très vaste. Après, c'est surtout une question de ressources au final et de capacité à pouvoir monter ces thématiques-là au sein d'un CRE. Il y a aussi une question d'expertise, d'arriver à recruter et surtout à garder les employés, comme j'ai compris, sur ces thématiques-là. Et il y a aussi un enjeu, si on pense un petit peu plus loin, en fait, quand un CRE se grossit, passe à une plus grosse équipe, ça dépersonnalise, entre guillemets, l'organisme, alors que c'est une des forces qu'ils ont, c'est d'avoir des relations personnalisées avec les gens qui sont sur le territoire. Alors, c'est super pour construire des projets très bien calibrés et assez réactifs. C'est moins bien quand on veut faire d'autres thématiques. Donc, oui, à l'élargissement, mais dans une certaine mesure, que ça reste un organisme de proximité et pas un gros bureau où on ne sait plus à qui on s'adresse, je pense. Ah, c'est bien, merci. Donc, je propose qu'on clôture ce dîner-conférence avec cette réponse. Merci d'avoir été présent. On a enregistré sa présentation des résultats. Je vais la partager à toutes les personnes qui étaient intéressées mais ne pouvaient pas se rendre disponibles et à ceux qui ont accordé un entretien à Chlorine pour sa recherche. Je tiens à souligner ton épinglette. Hein? Tu es depuis Lyon, mais toujours de cœur avec nous. Merci beaucoup, Chlorine. Puis, bonne chance dans la suite de ta maîtrise, ton master. Puis, n'hésite pas à nous faire signe si tu as besoin qu'on t'alimente dans une démarche comparative avec la France. On est extrêmement content de t'avoir eu parmi nous pour la qualité de ta présence, ton professionnalisme et tout ce que tu as pu apporter comme coup de main pour la réalisation de nos projets. Alors, merci. Merci tout le monde pour votre intérêt. C'est une belle forme de soutien aussi qu'on offre à une étudiante des cycles supérieurs là, qui n'est pas seulement ses directeurs de thèse qui lisent ses travaux, mais des gens qui sont curieux de connaître les résultats. Fait que bonne fin de journée tout le monde, joyeux Halloween et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.